Enterrés dans le sable, comme des machines à remonter le temps d'un autre âge, protégés par la chaleur sèche du désert pendant des milliers d'années. Les tombes de l'antique aristocratie égyptienne vont sortir de l'oubli. Trois hommes creusent le sable pour exhumer de nouveaux chapitres de l'épopée égyptienne. À eux trois, ils vont retrouver les histoires des nobles qui ont servi leur roi et la grandeur de l'Égypte. Plus on découvre de momies, plus on en apprend sur l'histoire de l'Égypte antique. Il y a une grande affection, et peut-être même plus, entre le roi et sa nourrice. Si je regarde en profondeur dans le sol du pays, j'imagine qu'il y a des tas de tombes remplies d'or qui n'ont encore jamais été fouillées. La première grande civilisation du monde naquit sur les rives du Nil. L'Égypte, dans toute sa gloire monumentale. Des vestiges de cette époque sont toujours visibles. Certains sont énormes, admirables, mais le plus souvent, ils sont modestes et à l'abri des regards. Tout ceci aurait disparu sans laisser la moindre trace si les Égyptiens n'avaient pas été obsédés par la mort et par la préservation de ce qui avait été vivant. Pour eux, la vie dans l'au-delà était tout aussi réelle que celle ici-bas. Pour son voyage, une âme avait besoin de nourriture, d'un abri et de compagnons. C'est pourquoi ils remplissaient les tombes de cadeaux et les ornaient de décorations décrivant le séjour terrestre du défunt. Ces tombes ont encore une histoire à raconter, si on les trouve. Au sud du delta du Nil, non loin de ses rives, se trouve un endroit appelé Saqqara. Ici, il y a environ 5000 ans, les Égyptiens construisent leur première pyramide pour y loger la dépouille d'un pharaon. Elle a la forme d'un escalier dressé vers les cieux. Au cours des siècles suivants, des milliers d'Égyptiens sont inhumés à Saqqara. Un des sites les plus prisés est le flanc de la falaise dite du Bubastéon, dont la vue donne sur la vallée du Nil. Sous le Nouvel Empire, lorsque l'Égypte est à son apogée, les intimes du pharaon veulent être enterrés ici. Et ils le sont. Aujourd'hui, on les exhume. Alain Zivy, égyptologue au CNRS et responsable de la mission archéologique française du Bubastéon, supervise ces fouilles depuis 1986. Si quelqu'un m'avait dit, il y a des années, que je passerais plusieurs mois ici, même plusieurs années au total,
Je ne l'aurais pas cru. Parfois, je me demande ce que je fais à jouer dans le sable, parce que je ne suis plus vraiment un gamin. Mais j'ai compris que je faisais ce dont je rêvais. Pourtant, ce rêve commence comme un cauchemar. Les premières salles qu'il inspecte forment une nécropole de momies de chats. Des milliers. Ce sont les vestiges d'un culte des animaux en vogue sous les dernières dynasties égyptiennes. On élevait des chats par millions pour les sacrifier. Cependant, il n'y a pas que des chats. L'équipe met au jour un puits rempli de vestiges du passé. En creusant, les hommes découvrent un premier niveau, puis un autre, et encore un autre. Et à 21 mètres de profondeur environ, ils tombent sur quelque chose. Parmi les gravats, ils trouvent tous les signes montrant qu'après des années de déblaiement, ils sont enfin dans une chambre funéraire. Parmi ces objets se trouve un vase canope utilisé pour recueillir les entrailles et les organes vitaux. Et son couvercle. Ce vase est en albâtre, mais une partie de ce qu'il trouve est en or. Tous ces trésors et bien d'autres furent enterrés avec la momie d'un officiel de haut rang qui vivait sous le règne du pharaon Akhenaton. Alain Zivie vient de découvrir son premier noble du Nouvel Empire. Il veut dès lors en trouver d'autres. Son équipe se met au travail à l'intérieur même de la falaise. Plusieurs années de déblaiement sont nécessaires dans ce labyrinthe de couloirs, de puits et de salles qui ont été creusés dans le calcaire sous le Nouvel Empire. En chemin, l'équipe découvre d'autres tombes abritant de riches et célèbres Égyptiens. Aujourd'hui, elle vient d'en trouver une nouvelle. Belle chambre, hein? Attends, montre-moi sur le décor. Chaque salle est source d'enseignement, même si toutes ne sont pas ornées d'écrits. Celle-ci, en revanche, regorge de hiéroglyphes. Il y avait du sable, j'avais une petite lampe sur moi et j'ai vu la dame. La dame. Son portrait court sur les murs de sa chapelle où amis et parents venaient l'honorer. Mais son corps a dû être inhumé plus en profondeur. En nettoyant les murs, les archéologues découvrent de plus en plus de représentations de la dame. Tout semble démontrer qu'il s'agissait d'une femme influente. Très rapidement, j'ai compris qu'il s'agissait bien de la tombe d'une femme. Cet endroit est immense. C'est vraiment exceptionnel. Elle a donc dû bénéficier de la faveur du roi. De plus, elle avait de nombreux titres intéressants qui montrent qu'elle était très appréciée. J'ai donc cherché son nom et je l'ai trouvé ici, la nourrice royale ayant alimenté le corps du dieu. Alain Zivie traduit ce nom par Maya. Et bien vite, il découvre la raison d'un statut aussi élevé. Sur une image, Maya est représentée face à un jeune homme efféminé portant la coiffure d'un pharaon. Voici le dieu qu'elle a nourri au sein. Et ce dieu n'est autre que le pharaon Toutankhamon. Ce roi est entré dans l'histoire lorsque l'archéologue britannique Howard Carter a fait la plus grande découverte égyptologique du XXe siècle dans la vallée des rois. Le 26 novembre 1922, il glisse une chandelle par une porte restée scellée depuis 3000 ans. C'est le couronnement de sa carrière. Il vient de découvrir la sépulture souterraine d'un pharaon du Nouvel Empire mort avant son 20e anniversaire. Mais contrairement aux tombeaux royaux découverts jusqu'alors, celui-ci n'a pas été pillé.
Salle après salle, il découvre des montagnes de trésors qui dépassent l'imagination. Toutankhamon est enfermé dans 3 cercueils d'or, à l'intérieur desquels se trouve un masque en or massif. Une statue d'or du jeune souverain se trouve non loin. Un trône doré montre le roi auprès de sa fiancée, encore une enfant. Peut-être sa demi-sœur. La découverte d'Howard Carter apporte une manne de renseignements sur la disparition de l'enfant roi. Mais sa naissance, elle, reste nimbée de mystère. Il était certainement le fils d'Akhénaton, le pharaon hérétique qui vénérait le seul dieu soleil et non le panthéon polythéiste traditionnel. Akhénaton et son épouse Néfertiti eurent 6 filles. Certaines sont représentées ici sur les genoux de leurs parents. On dirait une photo de la vie quotidienne du passé. Mais le jeune Toutankhamon n'apparaît jamais sur les portraits de la famille royale, ce qui signifie que sa mère était peut-être une épouse secondaire morte en couche. Encore enfant, le pharaon a donc besoin d'une nourrice. Et apparemment, il en a trouvé une, la dame Maya, qui appartenait presque à coup sûr à son cercle intime. Une nourrice de la grande dynastie n'est pas une simple babysitter, mais une femme de la cour, car elle donne son lait pour alimenter le corps du dieu, le roi bien sûr. Et n'importe qui ne peut pas s'en charger. Ce qui est fantastique, c'est ce sentiment d'amour entre ces 2 individus, plus particulièrement de la femme envers le roi. Il y a une grande affection, et peut-être même plus, entre le roi et sa nourrice. Et au vu de la tombe élaborée qu'on a construite pour cette femme, l'enfant roi a dû lui retourner cette affection. S'il y a plus d'Égyptiens de la noblesse enterrés près du Nil que n'importe où ailleurs, les personnes qui servaient le pharaon aux confins de l'Empire ont elles aussi eu besoin de tombeaux, même si elles étaient en poste au milieu du désert. Le docteur Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil supérieur des antiquités d'Égypte, est responsable de tous les vestiges du passé. Il se rend à l'oasis de Baharia, à 5 heures de route du Caire. Pendant des milliers d'années, cette oasis a été une île de verdure au milieu d'une